En réalité de notre quotidien se trouve un monde où l'essentiel de ce que nous percevons de l'univers est faux. Le physicien et écrivain Brian Greene va nous emmener à la découverte de ce monde. Rien ne se passe jamais à l'envers. Or, d'après les lois de la physique, c'est possible. On part du principe que notre monde est rempli de trucs. De bâtiments, de voitures, de bus, de gens. Ce n'est nulle part plus flagrant que dans une ville bondée comme New York. Pourtant, autour de ce truc omniprésent, se trouve quelque chose d'aussi important et de bien plus mystérieux. C'est l'espace dans lequel le truc existe. Pour s'en faire une idée, faisons une pause et un effort d'imagination. Et si on enlevait tout le truc? Tout. Les gens. Les voitures, les bâtiments. Pas que le truc sur la Terre, mais la Terre elle-même. Et tant qu'on y est, les planètes, les étoiles et les galaxies. Et pas juste les gros trucs. Les tout petits aussi, jusqu'au dernier atome de gaz et de poussière. Bref, si on enlevait tout, que resterait-il? On répondrait presque tous rien. Et on aurait raison. Mais curieusement, on aurait aussi tort. Il resterait l'espace vide. Sauf que l'espace vide, ce n'est pas rien. C'est quelque chose ayant des caractéristiques cachées, aussi réelles que le truc de notre quotidien. En fait, l'espace est tellement réel qu'il se courbe, qu'il se tord et qu'il ondule. L'espace vide est tellement réel qu'il façonne tout ce qui nous entoure et constitue le tissu même du cosmos. Sans comprendre l'espace, on ne comprend pas le monde. Car le monde, c'est l'espace rempli de trucs. On n'a pas vraiment conscience de l'espace, mais les poissons n'ont sûrement pas conscience de l'eau, alors qu'ils vivent dedans. L'espace n'est pas rien. Il s'y passe plein de choses. Quand on dit espace, on pense généralement à l'espace extra-atmosphérique, un endroit extrêmement lointain, alors que l'espace est partout. On pourrait même dire que c'est la chose la plus abondante dans l'univers. Les éléments les plus petits comme les atomes, l'ingrédient de base qui nous compose, nous et tout ce qui nous entoure, sont presque entièrement constitués d'espace vide. Si on enlevait l'espace de l'intérieur de tous les atomes de la pierre, du verre et de l'acier de l'Empire State Building, il ne resterait qu'une boulette. Elle serait grosse comme un grain de riz, mais elle pèserait des dizaines de milliers de tonnes. Le reste, ce n'est que de l'espace vide. Mais qu'est-ce que l'espace? Voici comment les pères de la science moderne se le représentaient. Une scène vide. Pour Newton, l'espace était le cadre de tout ce qui se produisait dans le cosmos, le lieu où se jouait la grande représentation théâtrale de l'univers. La scène de Newton était passive, absolue, éternelle et immuable. L'action de la pièce n'avait aucun impact sur la scène et vice-versa. Fort de ce postulat, Newton décrit le monde comme personne avant lui. La scène immuable lui permet de comprendre presque tous les mouvements observables, de concevoir des lois qui prédisent tout, de la chute des pommes
à la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Ces lois marchent tellement bien qu'on les utilise toujours aujourd'hui pour lancer des satellites ou atterrir. Ces lois reposent toutes sur une idée force. L'espace est réel. Même si on ne peut ni le voir, ni le sentir, ni le toucher, l'espace est suffisamment réel du point de vue de la physique pour servir de référence à certains mouvements, comme ceux de cette patineuse. Newton aurait dit qu'elle écarte les bras lorsqu'elle tourne parce qu'elle pivote par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'espace. Les philosophes s'interrogeaient sur la nature de l'espace depuis longtemps, quand Newton a changé les termes du débat et donné naissance à la science moderne. Sa scène reste sous les feux de la rampe pendant plus de 200 ans. Mais au début du XXe siècle, apparaissent des idées nouvelles qui ébranlent les fondements même de la scène de Newton. Ce sont les idées d'un employé de bureau de la propriété intellectuelle suisse, Albert Einstein. Il grandit à la fin du XIXe siècle, à l'aube de l'ère de l'électricité qui apporte la lumière dans les villes et qui donne naissance à des technologies dont Newton n'aurait jamais pu rêver. Ces évolutions s'appuient sur quelque chose qui fascine Einstein, la lumière. Pas les ampoules ou les réverbères, mais la nature de la lumière. Et plus précisément, une caractéristique très étrange, sa vitesse. Elle va conduire Einstein à bouleverser l'image newtonienne de l'espace. Comment? Suivez-moi. On roule à 30 km/h. Pour aller plus vite, il suffit d'accélérer et la vitesse change. On le ressent physiquement et on le constate sur le compteur ou sur ce radar pédagogique. C'est bon, stop. Maintenant, imaginons qu'au lieu de mesurer la vitesse du taxi, le radar enregistre la vitesse de la lumière des phares. Cet appareil indiquerait le chiffre stupéfiant de 1080 millions de kilomètres/heure. Quand le taxi se met à rouler, la vitesse de la lumière devrait augmenter. On aurait en effet tout lieu de croire que le véhicule en mouvement pousse un peu la lumière. Sauf qu'il n'en est rien. Notre radar, ou n'importe quel appareil de mesure de vitesse, indiquera toujours 1080 millions de kilomètres/heure que le taxi roule ou non. Pourquoi les mesures de la vitesse de la lumière donnent-elles toujours le même résultat? Si vous courez vers un mur, ce dernier se rapproche plus vite que si vous ne bougez pas. Mais ce n'est pas le cas avec la lumière. Sa vitesse est tout le temps la même. Et c'est vraiment extraordinaire. Voici comment Einstein a réussi à résoudre ce casse-tête incroyable. Sachant que la vitesse n'est que la mesure de l'espace qu'un objet traverse en un temps donné, il a proposé une idée absolument stupéfiante. À savoir que l'espace et le temps peuvent s'ajuster de manière équilibrée, et ce, en permanence, pour que, quelle que soit votre vitesse, celle de la lumière soit toujours de 1080 millions de kilomètres/heure. Pour que cette qualité absolue de la lumière soit respectée, le temps et l'espace devaient, eux, cesser d'être absolus. Ils devaient devenir relatifs de manière à pouvoir se mélanger. Si le fait que l'espace et le temps soient flexibles ne vous évoque rien, c'est parce qu'on ne bouge pas assez vite pour s'en rendre compte. Mais si mon taxi roulait presque à la vitesse de la lumière, les effets deviendraient visibles.
Si je passais à côté de vous presque à la vitesse de la lumière, l'espace s'ajusterait et mon taxi vous semblerait ne mesurer que quelques centimètres. Vous entendriez ma montre faire tic-tac tout doucement. Mais pour moi, dans le taxi, ma montre fonctionnerait normalement et l'espace aurait toujours la même apparence. En revanche, à l'extérieur, je verrai l'espace s'ajuster pour maintenir constante la vitesse de la lumière. Depuis Einstein, temps et espace ne sont plus rigides et absolus. Ils fusionnent avec le mouvement pour constituer une entité unique appelée espace-temps. Sur National Geographic. Selon Einstein, cette nouvelle image de l'espace devrait résoudre une énigme concernant une des forces les plus courantes du cosmos. La gravitation. Newton savait qu'il s'agissait d'une force qui attire les corps les uns vers les autres et ses lois prédisaient la puissance de cette force avec une précision remarquable. Mais comment la gravitation s'exerce-t-elle ? Comment la Terre attire-t-elle la Lune, pourtant située à des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace vide? Comme si les deux étaient reliés par une sorte de cordon invisible. Tout le monde savait que ce n'était pas le cas. Mais les lois de Newton n'avançaient aucune explication. Einstein a constaté qu'aucun pansement ne réparait la gravitation newtonienne. Donc, il devait comprendre son mécanisme. Après avoir planché sur la question pendant plus d'une décennie, il aboutit à une conclusion surprenante. Le secret de la gravitation tient à la nature de l'espace-temps. Ce dernier est encore plus flexible que lui-même l'avait envisagé. Il peut s'étirer comme un tissu. Cela rompt complètement avec les idées newtoniennes. Imaginez que cette table représente l'espace-temps et les billes des objets dans l'espace. Si l'espace-temps était aussi plat que cette table, les objets bougeraient en ligne droite. Mais si l'espace est susceptible de s'étirer, attention, ce qui va suivre risque de vous paraître bizarre. Qu'arriverait-il si je posais quelque chose de lourd sur le tissu extensible de l'espace-temps? Si je rejoue mon cou, la bille suit l'incurvation du tissu provoquée par l'objet pesant. Einstein comprend que c'est comme ceci que la gravitation s'exerce, sous l'effet de la distorsion de l'espace-temps due au corps qu'il contient. En d'autres termes, la gravitation est la forme de l'espace-temps. La Lune reste en orbite, non pas parce qu'une force mystérieuse la tire vers notre planète, mais parce qu'elle roule le long d'une courbe du tissu de l'espace-temps créé par la Terre. Avec Einstein, non seulement l'espace est devenu réel, mais flexible. Tout à coup, il avait des propriétés, une courbure, une sorte de géométrie flexible, presque comme une feuille de caoutchouc. C'est une façon entièrement nouvelle d'envisager la réalité qui décrit l'ensemble de l'univers. Et c'est ce qui fait qu'Einstein devient Einstein. Newton voyait l'espace passif. Einstein le voit dynamique, entremêlé avec le temps et responsable du mouvement des corps. Après Einstein, on ne le considère plus comme une scène statique, mais bien comme un des premiers rôles de la grande représentation théâtrale cosmique. Prétendre que l'espace est dynamique, actif et flexible comme un tissu, c'est bien joli. Mais est-ce vraiment le cas? S'agit-il d'une métaphore ou d'une description fidèle à la réalité? D'après la théorie d'Einstein, on peut le vérifier en faisant un petit voyage
au bord d'un trou noir. Un trou noir est une étoile effondrée sur elle-même, un corps massif, écrasé à une fraction de sa taille d'origine. Autour, la gravitation est si forte que d'après les calculs d'Einstein, un trou noir en rotation entraîne l'espace qui l'entoure, le tordant comme un vrai morceau de tissu. Mais le trou noir le plus proche étant à des millions de kilomètres, la vérification n'est pas aisée. À la fin des années 1950, le physicien Leonard Schiff se met à chercher un moyen nettement plus proche de nous de vérifier les idées d'Einstein. Il s'inspire de ce qu'on considère spontanément comme un jouet, une toupie. Il se dit que si l'espace se tord, un gyroscope, une sorte de toupie, devrait permettre de le constater. Cette drôle d'idée voit le jour dans un endroit pour le moins inattendu. À la piscine de l'université de Stanford. En 1959, Leonard Schiff y retrouve deux collègues, William Fairbank et Bob Cannon, à qui il montre une publicité pour un gyroscope high-tech. Même si ce dernier n'en a pas l'allure, il fonctionne comme le jouet. Aussitôt, le trio décide de mettre un appareil du même genre en orbite autour de notre planète. Normalement, l'axe d'un gyroscope est toujours pointé vers le même endroit. Mais si la Terre entraîne l'espace, l'axe du gyroscope en subira les effets, et ce changement d'orientation sera perceptible. Le projet est aussi simple que génial. Il n'a qu'un défaut. Selon la théorie d'Einstein, la rotation de la Terre ne tord que très légèrement l'espace. Si légèrement que cela revient à mesurer le diamètre d'une pièce de monnaie à 100 km. Les trois hommes passent plus de 2 ans à trouver un moyen d'effectuer une telle mesure. Finalement, ils décident de relier 4 gyroscopes à un télescope pointé vers une étoile lointaine. S'il s'avère que l'espace se tord, au fil du temps, les gyroscopes ne seront plus orientés vers elle, aspirés qu'ils seront par la distorsion de l'espace. En 1962, le trio réclame à la NASA un subside d'1 million de dollars pour son Gravity Probe B. Certains membres de l'équipe estimaient la durée du projet à environ 3 ans, mais ils péchaient par optimisme. L'équipe s'étoffant, le Gravity Probe B allait devenir une des expériences les plus longues de l'histoire. D'année en année, les scientifiques allaient tenter d'atteindre l'objectif initial, envoyer un télescope dans l'espace et fabriquer des gyroscopes comptant parmi les objets les plus lisses jamais produits. Cette technologie est époustouflante. C'était la carotte pour faire avancer l'âne. On avait toujours l'impression de pouvoir réussir dans les 5 à 10 ans, et ça a duré comme ça pendant 35 ans. En plus de 4 décennies et 750 millions de dollars plus tard, la NASA a mis fin au projet 9 fois. Finalement, en avril 2004, le lancement a lieu. Un seul des 3 hommes de la piscine était encore en vie pour y assister. Ça a été un succès. C'était formidable. C'était palpitant. Tout a marché alors que 10 000 choses auraient pu capoter. Pendant plus d'1 an, le Gravity Probe B reste en orbite afin de nous permettre de savoir si la Terre tord bel et bien l'espace. Mais au fur et à mesure que les premières données arrivent, un problème se fait jour. Les gyroscopes ont un tout petit peu de jeu. Et nettoyer les informations coûtera des millions. Les caisses étant vides, le projet cinquantenaire semble voué à l'abandon.
Mais au dernier moment, deux nouvelles sources de financement se manifestent. Le fils de William Fairbank, un des membres du trio original, ainsi que Turki Al Saoud, membre de la famille royale saoudienne et diplômé en aéronautique de Stanford. En 2 ans, le problème est résolu et il s'avère que l'axe des gyroscopes a dérivé presque exactement comme Einstein l'avait calculé dans ses équations. C'est la première fois qu'on a constaté l'effet Einstein, la dérive, à l'œil nu. Cette expérience apporte la preuve la plus directe de la réalité de l'espace. C'est une entité physique. Après tout, si l'espace n'était que du rien, il n'y aurait rien à tordre. Au moment où Albert Einstein étudie l'espace dans l'infiniment grand, d'autres physiciens s'intéressent à l'univers de l'infiniment petit. Et ils se retrouvent en terrain inconnu, dans un endroit où l'image einsteinienne de l'espace est introuvable. Pour voir à quoi je fais allusion, imaginez que vous rapetissez des milliards de fois. Vous voici au royaume des atomes et des particules subatomiques, les composants essentiels de tout ce que nous voyons. À cette taille, le monde obéit à des règles totalement différentes, celles de la mécanique quantique. Elle prévoit que même si on retire chaque atome et chaque particule, l'espace vide est tout sauf vide. Il est même en pleine effervescence. Des particules apparaissent et disparaissent sans arrêt. Elles surgissent du néant. Elles se détruisent mutuellement et elles se volatilisent. Si la théorie l'avait prévu, ce n'est qu'en 1948 que le scientifique Hendrik Casimir suppose que ces particules invisibles doivent avoir un impact visible sur l'espace vide. Il prédit qu'en plaçant 2 plaques métalliques très près l'une de l'autre, moins que l'épaisseur d'une feuille de papier, on va exclure des particules ayant une certaine énergie, parce que, pour ainsi dire, elles ne tiendront pas entre les plaques. L'activité devant être plus frénétique à l'extérieur qu'entre les plaques, Hendrik Casimir pense que ces dernières devraient être poussées l'une vers l'autre par ce qu'on considère comme étant l'espace vide. Il s'avère qu'Hendrik Casimir avait raison. Les plaques sont bien poussées l'une vers l'autre. À l'échelle atomique, non seulement l'espace vide n'est pas vide, mais il grouille tellement d'activité qu'il fait bouger des objets. On tente toujours de comprendre l'infiniment petit par le biais d'une des expériences les plus coûteuses de l'histoire. Bienvenue au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, à Genève. À plus de 50 mètres sous terre se trouve le Grand Collisionneur de Hadron, l'accélérateur de particules le plus puissant du monde, d'une valeur d'environ 10 milliards de dollars. Il permet de propulser des particules subatomiques à plus de 99,99% de la vitesse de la lumière, les unes contre les autres. En résulte une pluie de débris où les scientifiques ont découvert un tas de particules, toutes plus étranges les unes que les autres. Ils se sont intéressés à l'une des plus insaisissables, une particule qui serait essentielle au façonnement des atomes de notre organisme, comme à ceux des étoiles. Sa découverte pourrait bouleverser l'image qu'on se fait de l'espace et mettre un terme à une quête entamée il y a plus de 40 ans. Tout commence en 1964, lorsque le physicien anglais Peter Higgs émet une hypothèse tellement hardie qu'elle manque de ruiner sa réputation. On m'a dit que je racontais n'importe quoi, que je ne pouvais pas avoir raison.
Mais, de toute évidence, on n'avait pas compris mes propos. Peter Higgs s'arrache les cheveux sur un casse-tête qu'on peut résumer ainsi. Les particules fondamentales de l'univers ont toute une masse différente qu'on assimile généralement au poids. Sans masse, les particules ne se combineraient pas pour constituer les atomes qui composent tout ce qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui crée la masse? Et pourquoi des particules différentes ont-elles des masses différentes? Cette question épineuse reste sans réponse. Un week-end, après une balade non loin d'Édimbourg, Peter Higgs a une idée un peu farfelue. Grâce aux mathématiques, il envisage l'espace de manière différente, comme une espèce d'océan. Les particules y sont immergées et elles acquièrent leur masse en s'y déplaçant. Imaginez la masse comme la célébrité d'une vedette et l'océan de Higgs comme les paparazzis. Certaines particules, comme des artistes inconnus, circulent sans difficulté, les paparazzis ne s'intéressant pas à eux. Mais d'autres, telles des vedettes, peinent à se frayer un chemin. Plus les particules bataillent, plus elles ont d'interactions avec l'océan, plus elles acquièrent de masse. Sûr de lui, Peter Higgs soumet sa découverte à une revue scientifique du CERN qui la rejette. Sans se décourager, il peaufine sa théorie jusqu'à être autorisé à la présenter dans un institut de Princeton, où Albert Einstein a travaillé et où il sait qu'il va affronter ses détracteurs les plus virulents. J'étais au volant, tout content, et là j'ai vu un panneau qui indiquait Princeton. Je me suis rendu compte de ce qui m'attendait. J'ai été pris de sueur froide, de frissons, et j'ai dû m'arrêter le temps de me ressaisir. Grâce à cet exposé, le premier d'une longue série, il va convaincre ses confrères du bien fondé de sa découverte. Je les ai eus à l'usure, mais j'ai réussi. Et j'ai profité des fêtes qui ont suivi. Sa trouvaille, appelée champ de Higgs, est aujourd'hui essentielle à notre compréhension de l'espace. Ce champ est partout, et il a un effet même dans le vide spatial le plus total. Il donne de la masse, raison pour laquelle il faut saluer Peter Higgs comme un de ceux qui ont affirmé que l'espace est un truc avec des propriétés intrinsèques dont on ne peut pas se débarrasser. Seul problème, rien ne prouve son existence. Du moins à cette époque. Au CERN, les scientifiques font se percuter des particules avec une telle énergie qu'ils vont détacher un morceau du champ de Higgs. En produisant une particule, ils vont arracher un fragment d'espace. En faisant se percuter des particules assez violemment dans un accélérateur, on devrait faire jaillir un boson de Higgs de l'espace vide. Toute notre compréhension de la matière s'effondrera si le champ de Higgs n'existe pas. Personne ne doute qu'on le découvrira. Ce qui serait très bizarre, ce serait de ne pas le découvrir. Découvrir le boson de Higgs serait un événement marquant. Cela signifierait que l'espace le plus vide a un impact sur l'ensemble de la matière. Mais l'espace contient un ingrédient encore plus insaisissable. Il serait la clé du plus grand des mystères, celui du destin du cosmos. Ce mystère date d'il y a 14 milliards d'années. Du Big Bang. En une fraction de seconde, l'univers a subi une expansion violente et l'espace s'est diffusé vers l'extérieur. Et cette expansion continue. Pendant des décennies,
La plupart des savants ont cru qu'elle ralentirait sous l'effet de la gravitation. Si je jette une pomme en l'air, la gravitation exercée par la Terre la fait s'arrêter puis tomber. Tout comme la pomme s'arrête au bout d'un certain temps, l'univers aurait dû voir son expansion freinée sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de l'ensemble de la matière et de l'énergie. D'où la question suivante. Quel est le destin du cosmos? L'expansion durera-t-elle indéfiniment ou la gravitation finira-t-elle par y mettre un terme en provoquant une concentration au cours du Big Crunch? Pour répondre, deux équipes d'astronomes mesurent le ralentissement de l'expansion à l'aide d'un outil nouveau, des explosions d'étoiles appelées supernovas. Une supernova est une étoile dont la vie s'achève par une explosion énorme. Elle est très lumineuse, jusqu'à 1 milliard de fois plus que le Soleil. L'avantage, c'est que la luminosité et le déclin des supernovas sont presque toujours identiques. Les deux équipes se disent que ces explosions sont si lumineuses et si semblables qu'elles peuvent faire office de balises cosmiques très précises pour mesurer le ralentissement de l'expansion de l'espace. Problème, les supernovas sont rarissimes. Pour en découvrir suffisamment, Saul Perlmutter harcèle des astronomes dans le monde entier. On avait besoin des plus gros télescopes du monde et des conditions parfaites. Donc, quand les conditions étaient parfaites, j'appelais des gens qui étaient en plein travail, au beau milieu de la nuit, et je leur disais « Je sais que vous êtes très occupés, mais si vous pouviez caser une demi-heure d'observation, ça nous serait très utile. » Une fois les données suffisantes pour évaluer le ralentissement dû à la gravitation, c'est la surprise. Bizarrement, les résultats n'indiquaient pas de ralentissement, mais bien au contraire, une accélération de l'univers. C'est comme si l'espace, dont on pensait que c'était du rien, avait une élasticité intrinsèque. Il ne veut pas être comprimé, il veut faire s'étendre l'univers. On avait l'impression que l'expansion de l'univers était de plus en plus rapide, qu'elle accélérait au lieu de ralentir. Je me suis dit que je devais comprendre pourquoi ça ne pouvait pas être exact. Pourtant ça l'est, et la plupart des scientifiques s'orientent vers la même explication. Quelque chose remplit l'espace et contrebalance la force gravitationnelle en faisant s'éloigner les galaxies, en étirant le tissu même du cosmos. Cette substance mystérieuse qui emplit l'espace, baptisée énergie noire, bouleverse l'image qu'on se fait de l'univers. Sur les distances les plus longues, l'énergie noire domine le contenu de l'univers. Pourtant, on ne sait pas ce que c'est. Si on fait un recensement de toute l'énergie présente dans l'univers, l'énergie noire occupe une part d'environ 70%. Alors qu'il y a encore une dizaine d'années, personne ne soupçonnait jusqu'à son existence. Le poids de l'espace vide représente 70% du poids de l'univers, soit environ le même pourcentage de surface terrestre couvert par l'eau. Imaginez qu'on ignore ce qu'est l'eau. C'est la situation dans laquelle on est vis-à-vis de l'énergie noire. En 100 ans, on a conçu un outil sophistiqué comprenant la mécanique quantique, la relativité et la physique des particules. Mais il n'explique pas l'énergie noire. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. L'existence d'un ingrédient comme l'énergie noire mijotait en fait depuis 80 ans. Je vais vous confier un petit secret. S'il ne l'a pas baptisé énergie noire, Albert Einstein a prédit que l'espace lui-même pourrait exercer une force susceptible d'éloigner les galaxies les unes des autres.
Peu après avoir conçu sa théorie de la relativité générale, qui porte sur la gravitation, Einstein a découvert que les mathématiques indiquaient que l'univers devait s'étendre ou se contracter, mais pas conserver une taille fixe. C'est un coup de théâtre. Avant la découverte du Big Bang, la plupart des savants, Einstein compris, supposaient que l'univers était statique, éternel et immuable. Aussi, lorsque ses calculs dévoilent qu'il n'en est rien, Einstein se retrouve face à un problème. Il modifie donc ses équations pour inclure une espèce d'antigravité, responsable de la poussée vers l'extérieur, afin de contrecarrer la contraction due à la gravitation et d'obtenir un univers immobile. Il baptise cette modification constante cosmologique. L'ajout de cette constante sauve ses calculs, mais Einstein ignore si cette poussée vers l'extérieur, cette antigravité, existe réellement. La constante cosmologique d'Einstein n'est pas une solution très élégante pour obtenir un univers stationnaire. Ça revient à dire que la gravitation n'attire pas toujours les corps les uns vers les autres, mais que parfois elle les éloigne. C'est le choc des titans. La constante cosmologique et l'attraction de la matière pourraient maintenir l'univers statique. Mais une douzaine d'années plus tard, l'astronome Edwin Hubble constate que l'espace est en expansion sous l'effet de la puissante explosion du Big Bang, survenue 14 milliards d'années plus tôt. Conclusion, il est inutile de remanier les équations d'Einstein. Dès lors, plus besoin de constantes cosmologiques. Merci. On constate qu'Einstein l'a décrivit comme sa plus grosse bourde. Pourtant, avec la découverte récente de l'accélération de l'expansion de l'univers, les scientifiques sont persuadés que quelque chose éloigne les corps les uns des autres. Donc, 70 ans après, la plus grosse bourde d'Einstein pourrait faire partie de ses plus grandes intuitions. Personne d'autre n'y avait pensé. Mais la constante cosmologique pourrait être la clé pour comprendre l'expansion de l'univers. Si personne ne sait ce qu'est l'énergie noire, cette dernière amène néanmoins une question troublante. Einstein a décrit la puissance de son antigravité comme étant constante, mais la puissance de l'énergie noire l'est-elle ou varie-t-elle avec le temps? La réponse pourrait bousculer tout ce que nous croyons savoir sur le destin du cosmos. À l'heure actuelle, la cohésion de tout ce qui compose notre monde, des molécules de mon corps à celles de la Lune, est assurée par des forces qui dépassent la poussée vers l'extérieur, exercée par l'énergie noire, raison pour laquelle on ne voit pas les objets s'étirer. Mais ça ne durera peut-être pas éternellement. D'après un scénario, l'énergie noire va continuer à faire s'éloigner les galaxies les unes des autres, jusqu'à ce qu'elles soient si distantes de leurs voisines que l'univers deviendra froid, sombre et dépeuplé. Selon un autre scénario, la puissance de l'énergie noire pourrait augmenter au point de disloquer tout ce qui se trouve dans les galaxies. Les étoiles, les planètes et toute la matière. Si l'énergie noire augmente, les atomes finiront par se déchirer. Il y aura assez d'énergie noire entre les noyaux et leurs électrons pour déchirer l'espace. Ce sera le Big Rip, la grande déchirure. Le voyage entamé avec la représentation newtonienne de l'espace, sous la forme d'une scène, n'est pas pour autant arrivé à son terminus.
À force d'examiner le tissu cosmique, on risque de découvrir bien des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Prenez-moi, par exemple. Je parais bien réel, non? Certes. Pourtant, des découvertes récentes laisseraient entendre que tout, vous, moi et même l'espace, serait en fait un hologramme. Cela signifie que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on vit, ce qu'on appelle notre réalité en 3 dimensions, ne serait que la projection d'informations stockées sur un support en 2D, mince et lointain. Un peu comme les informations relatives à cet hologramme sont stockées sur ce film de plastique. Tout le monde sait ce qu'est un hologramme. Il y en a sur les éléments de sécurité de la plupart des cartes de crédit. Mais l'univers, un hologramme, c'est une des révisions les plus radicales de l'image de l'espace et de la réalité jamais avancée. Les preuves, dans ce sens, proviennent d'endroits très étranges, les trous noirs. En début de carrière, j'aurais considéré ça comme une idée folle. Voici un moyen de se représenter cette notion. Si je lançais mon portefeuille dans un trou noir, que se passerait-il? Comme on pensait jadis que rien, pas même la lumière, n'échappe à la gravité d'un trou noir, mon portefeuille disparaîtrait à jamais. Mais il semblerait aujourd'hui que ce ne soit pas le cas. Récemment, des scientifiques étudiant les trous noirs ont fait une découverte étrange. Au moment où mon portefeuille disparaît, une copie de toutes les informations qu'il contient s'étalerait sur la surface du trou noir et y serait stocké, tout comme les données dans la mémoire d'un ordinateur. Dès lors, mon portefeuille existerait en 2 endroits. La version 3D serait perdue à jamais dans le trou noir, et la version 2D resterait à sa surface sous forme d'informations. La quantité d'informations qui tombent dans un trou noir peut être exprimée uniquement par ce qui se trouve sur la surface. Et on veut déterminer ce qui se passe à l'intérieur en se référant à la surface extérieure. En théorie, on peut utiliser les informations figurant sur la surface extérieure pour reconstruire mon portefeuille. Et c'est là que cela devient proprement ahurissant. L'espace à l'intérieur d'un trou noir obéit aux mêmes lois que celui à l'extérieur. Par conséquent, s'il est possible de décrire un objet qui se trouve à l'intérieur grâce aux informations figurant sur la surface, il se peut que tout ce qui existe dans l'univers, des galaxies aux étoiles en passant par vous, moi et l'espace, ne soit que la projection d'informations stockées sur une surface bidimensionnelle éloignée. Autrement dit, ce que nous appelons réalité ne serait qu'une espèce d'hologramme. Le monde en 3 dimensions est-il une illusion? De la même manière qu'un hologramme? Peut-être. J'ai tendance à penser que oui, le monde en 3D est une sorte d'illusion, et que la réalité suprême se trouve en 2 dimensions sur la surface de l'univers. Cette idée est si nouvelle que les physiciens peinent encore à la comprendre. Mais s'ils ont vu juste, tout comme Newton et Einstein ont bouleversé notre vision de l'espace, ils vont nous conduire à une révolution encore plus spectaculaire. Bien qu'étant un élément crucial de notre quotidien, l'espace demeure très méconnu. Il est tout autour de nous, mais nous sommes loin d'avoir percé à jour sa véritable identité. Y parvenir nous prendra peut-être un siècle, peut-être un millénaire ou peut-être une journée. Mais quand nous aurons élucidé ce mystère, nous aurons fait un grand pas vers la compréhension de la magie du cosmos.